Aux confins des terres de l'estuaire de la Loire, de minuscules baraques enjambent la grève. On les appelle les carlets. Situées au bout d'une passerelle au-dessus du fleuve ou de la mer, ces structures de bois et de ferraille sont de petites pêcheries. Du simple poteau ancré sur un surplomb rocheux aux installations plus complexes, elles attirent le regard. D'une rive à l'autre, les pêcheries changent selon le milieu et le terrain. Nous sommes à chaque fois devant une œuvre unique. Sur le fleuve, on les atteint par une passerelle. Sur l'océan, elles sont fixées au rocher ou plantées sur l'estran, ne pouvant alors être accessibles qu'à marée basse. Battues par la mer, le vent et les courants, les pêcheries résistent au temps quand on les entretient. Parfois, elles restent délaissées. Les plus exposées et les moins robustes n'ont pas supporté les rafales de l'hiver. C'est une pêche toute simple, il faut descendre le filet, il faut attendre suivant le courant qui passe. Plus le courant est fort, plus on peut lever souvent, et plus le courant est faible, plus il faut attendre longtemps pour avoir la chance de voir un poisson passer le temps. Au moment où la marée couvre les vasières, c'est là que le poisson arrive, les plie sur tous les sols pour manger les vers qui sont à fleur de basse. En montant les grosses marées, on peut lever tous les 5-7 minutes. Sinon, quand on est sur un mardeau, qu'il y a moins de courant, moins d'eau, 10 minutes, 15 minutes. Alors on y pêche un petit peu de tout, tous les poissons d'estuaire, le mulet, la plie, l'anguille, la sole. Quelquefois on y pêche du bar. Ces jours-ci, il y a un collègue là, sur une pêcherie à côté, il a pris un bar de 7 kilos. Encore. À chaque fois que j'ai pu venir à la pêche, ça a été un moment de détente et quelquefois un moment d'émerveillement avec les couleurs qui peuvent qu'on peut apercevoir sur l'estuaire à la levée du soleil ou au coucher du soleil.
On a vécu l'époque ici, vu la surface de la cabane. Quand il n'y avait pas de pêche à faire, on avait le jeu de cartes et on faisait la partie de cartes. Je vais prendre du projet. Oui, vous allez manger ensemble ce soir. Je crois que s'ils pêchent plus la nuit, c'est parce qu'ils aperçoivent pas le filet du tout, quoi. Oui, et puis vraiment, les poissons, les pêcheurs, faut pas qu'ils la pêche la nuit. Bah oui, Le poisson se nourrit la nuit. Oui. Personnellement, j'ai décidé de quitter pas le navire, mais la pêcherie. 3 collègues, oui, ont quitté en même temps. Il ne restait plus qu'un des anciens. Une nouvelle équipe, qui sont 4 jeunes avec un ancien qui est resté. Entre Nantes et Saint-Nazaire, les hommes, durant des siècles, ont su tirer profit des richesses du fleuve et des marais. Toute l'année, les hommes des rives venaient poser leurs filets et leurs engins de pêche pour attraper les poissons migrateurs. Selon les saisons, on pêchait les saumons, les aloses et les anguilles. Mais ces temps sont révolus. Durant le XXe siècle, les hommes ont transformé l'estuaire, canalisé le fleuve. Ils ont modifié la morphologie des lieux. L'estuaire de la Loire est devenu une zone industrielle, avec ses immenses terminaux méthaniers, ses raffineries et ses chantiers navals. Ici, l'eau est omniprésente. Dans les marais, dans les étangs, sur la côte maritime et bien sûr le long des rives de l'estuaire, et les poissons ont toujours été en abondance. Cette spécificité a engendré la mise au point de techniques et d'engins de pêche adaptés aux différentes configurations de ces lieux. À partir des années 60, la majorité de ces techniques vont disparaître. Au début du XIXe siècle, on en recensait plus d'une centaine. Une des caractéristiques de la pêche estuarienne, c'est que les pêcheurs adaptent leur activité et ont une activité de pêche toute l'année en fonction du calendrier de l'arrivée des poissons migrateurs. Donc jusqu'à il y a encore pas longtemps, les pêcheurs d'estuaire avaient de toute l'année de quoi travailler. Bon, parce que si on prend le calendrier, en partant par exemple du mois du début de l'année, au début de l'année c'était le saumon. La civelle. Ensuite, à la fin de la civelle, la lauze. Après, on arrivait sur l'été, et puis aussi la lamproie, toujours pêchée. Et puis après, on arrivait sur les pêches d'été, anguilles et mulets. Alors, ce qui est important aussi, c'est de faire la distinction entre les pêches de poissons migrateurs et les pêches de poissons sédentaires. Les poissons sédentaires qu'on trouve dans les marais et dans le haut de l'estuaire, puisque là, ce sont des techniques de pêche complètement différentes.
Le poisson sédentaire, on essaye de le piéger, de le faire sortir de sa cachette. Tandis que le poisson migrateur, on l'intercepte dans son mouvement de migration. Le saumon est un poisson migrateur, donc il remonte la Loire, et c'est pendant sa remontée donc, qu'il était capté. Alors il y avait deux méthodes vraiment traditionnelles. Il y avait le trémaille, le filet à 3 couches en fait, de filets qui barrait la Loire et qui permettait de mailler le poisson pendant sa remontée, toujours usité enfin, pour d'autres espèces. Et puis il y avait les fameux stous avec leurs carrelets. Sous les arches des ponts, étaient amarrés des tous, c'est-à-dire des grands bateaux à fond plat d'une dizaine de mètres, et sur lesquels était gréé un balancier, une énorme perche, d'un côté un poids qui faisait balancier, et de l'autre côté un grand carrelet. Alors on basculait dans le courant, on basculait donc le carrelet, et puis des centaines de petites ficelles étaient, je veux dire, maintenues au fond du carrelet, que le pêcheur maintenait en fait dans sa main. Quand il sentait que le poisson arrivait au niveau du carrelet, parce qu'il sentait des vibrations dans la main, c'est tout un... Et il actionnait le treuil et ça relevait le filet. Et ça, c'était une pêche qui est vraiment typiquement nantaise, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Jusque dans les années 50, 60, la pêche de l'estuaire a été florissante, extraordinaire. Bassindre, c'était un point je dirais, de ralliement et de pêche absolument extraordinaire. Depuis Bassindre, le poisson partait jusqu'à Paris, dans toutes les régions de France. Mais ça faisait vraiment vivre une population, je pense, très importante. Alors, on va reprendre le rythme normal là. Ça joue de la queue. Là. Voilà, il est belle là, regardez. Regarde. Et encore une autre, elle va sortir par la queue. Non, elle arrive là. La spécialité de la petite bosselle de l'estuaire de la Loire, comme ça, c'est qu'elle puisse tourner au courant. Quand la marée est montante, elle se met comme ça. Et puis l'anguille revient à contre-courant. Autrement, je travaille avec 50, 60. Alors, il faut lever une fois, 2 fois la semaine maximum. Il faut cumuler 3 fois sur 15 jours, quoi. Ouais, il y a un flotteur pour repérer la bosselle, un poids, et puis après elle est amarrée avec sur un bout d'1 mètre à peu près. Il y a un peu d'anguille dedans. Et ça fait 8 jours que ça peut être élevé aussi. Hein. Ah, il est petite là. Quand on a tiré nos 700-800 kg, une tonne d'anguille, c'est déjà beau. Les aménagements ont fait qu'ils ont diminué les aires de séjour et de stationnement du poisson dans l'estuaire. Tout cet ensemble qu'il y avait ultérieurement, les bras, les vasières, les roselières, c'était le poumon estuarien, hein, c'était toute la fonction naturelle de l'estuaire. Il n'y a plus que du grand courant, il n'y a plus de zone de séjour des poissons, il n'y a plus de zone de grossissement.
Les dernières nurseries qui sont celles entre Corsay et puis Paimboeuf, là, vous voyez, Corsay, Paimboeuf, Saint-Brévin, elles sont en train de se combler. De toute façon, il n'est pas bête, hein, il va où il peut aller. Hein. Et puis la population, elle se tient par rapport à ce qu'il y a comme zone de nourrissage. Hein. Et comme le pêcheur, c'est pareil, le nombre de pêcheurs est obligé de diminuer parce que les sites de pêche diminuent aussi, et puis la pêche diminue également. Hein. Quand j'ai commencé la pêche, moi, il y avait, dans le secteur de Paimboeuf, actuellement, il y a plus de 5 ou 6 pêcheurs. À l'époque, il y en avait 50, quoi. Le poisson est mort dedans, vous me dites, avec la vase. Ah ben ça arrive souvent. Dès qu'on cette saison-ci, dès qu'on les écarte des cailloux, il y a une vase molle sur le fond qui est due à la crème de vase du bouchon vaseux. Cette crème de vase, elle est déficiente en oxygène dissous. Alors le poisson, le l'anguille, ne trouve pas son oxygène dans la vase, hein, et puis elle crève. Oui, le bouchon vaseux, c'est un phénomène naturel. Ce phénomène naturel, ça se retrouve dans l'ensemble des fleuves et rivières. C'est la rencontre des eaux salées avec les eaux douces où il y a accumulation des matières, des argiles qui sont porteuses de fertilisants, de tout ce qu'on voudra à l'intérieur. Ça fait une bonne soupe dans cette zone intermédiaire, quoi. Alors c'est la première phase de dégradation de ces matières, quoi. Alors, ça marche bien quand les rivières ou les fleuves n'ont pas été trop atrophiés, hein, c'est-à-dire dans leur estuaire. D'un côté on dit aménagement au profit de l'industrialisation, mais systématiquement quand on s'attaque au milieu naturel, il y a des conséquences sur le restant. Hein. Alors pour l'estuaire de la Loire, ici, l'allongement du bouchon vaseux est lié qu'il est remonté vers l'amont, parce qu'il a été créé à l'amont de Nantes un bassin de marée. C'est-à-dire qu'on a prolongé la mer à rentrer dans le fleuve. Voilà plutôt l'image, en creusant à l'amont de Nantes. Le bouchon vaseux, en 15-20 ans, il a pris une proportion qui était de 3,5 km. Il est passé à 35 km de long, avec des taux d'oxygène dissous qui avoisinent le zéro. Alors quel poisson qui peut faire 35 km dans un taux d'oxygène de moins dans de l'eau qu'il y a dans de l'eau, si on peut appeler encore ça de l'eau. Le fleuve, maintenant, c'est un tuyau. Hein, voilà. L'estuaire est devenu un tuyau également. On a aménagé le fleuve de manière à ce que l'onde de marée remonte le plus loin possible pour pouvoir accompagner les bateaux qui remontaient à Nantes. Donc on a creusé beaucoup le chenal entre Nantes et Saint-Nazaire, mais on a creusé aussi beaucoup ce que l'on appelle en amont le bassin de marée, aspirant l'eau et faisant remonter l'onde marine le plus haut possible dans l'estuaire. On dit souvent qu'au XIXe siècle, on a fait descendre un peu le fleuve vers la mer pour permettre aux bateaux de mieux remonter. Et puis au XXe siècle, c'est un petit peu le contraire. Donc c'est un fleuve qui a été beaucoup travaillé et on en a aujourd'hui les conséquences sur les grandes caractéristiques. C'est donc en premier lieu une onde de marée qui remonte désormais sur 95 km, entraînant une salinité des eaux qui modifie le biotope. En second lieu, l'estuaire est devenu un piège à sédiments. Bouchons vaseux et crème de vase ne cessent de s'accroître, entraînant, lors des périodes de fort étiage, la mortalité de certaines espèces de poissons, comme le mulet. Enfin, conséquence la plus inquiétante, le lit du fleuve s'est creusé d'une manière spectaculaire, à tel point que la ligne d'eau actuelle se situe au-dessous du fond de la Loire, mesuré au début du siècle. Alors, les études de modélisation de la Loire ont commencé en 1995. Elles sont terminées aujourd'hui. Enfin, une grande première phase est terminée aujourd'hui. Ce que l'on sait,
c'est que si on ne fait rien, ça ne va pas s'arranger. Et que les réactivités du milieu naturel n'existent plus pour l'estuaire de la Loire. Le sel ne va pas redescendre tout seul et le bouchon vaseux, il ne va pas diminuer comme ça d'un seul coup. C'est pas question de revenir à une situation de 1970 ou 1900 ou 1850, c'est plus possible ça. Mais revenir à une situation satisfaisante par rapport à des objectifs qui ont été donnés de relèvement d'un ligne d'eau, ça ne se fera pas tout seul. Il y a des possibilités d'aménagement en amont relativement faciles à faire et relativement programmables. La mise en place d'un certain nombre de seuils dans le lit de la Loire, permettant de remonter les fonds et la ligne d'eau, et permettant de bloquer les sédiments au passage. On s'interroge quand réellement une politique de l'eau, quand est-ce que le gouvernement mettra en place une réelle politique de l'eau et des milieux? C'est là. Taper sur le pêcheur, c'est très bien. On élimine le gueulard, celui qui gêne. Mais le jour où le pêcheur il sera parti, il n'y aura plus de gueulard, ça sera plus facile à détruire les milieux. Le fait qu'on soit 7 à avoir envie de construire une pêcherie, on s'est aperçu en fait compte de 7 on est passé à 15, on est passé à 20, peut-être à 25. Tout le monde avait envie de donner un coup de main à construire cette pêcherie parce que ça fait partie de notre patrimoine. Enfant, on avait toujours eu ces pêcheries sur notre côte, on avait vraiment envie de remettre en état une pêcherie en ruine. Et c'est vraiment, ça nous a fait plaisir par rapport à notre enfance de participer à la reconstruction d'une pêcherie sur notre secteur. Chacun récupère à droite à gauche un petit peu de matériel et puis bon, ça fait que ça fait l'ensemble. Les bouts de bois, c'est quand même des poteaux de diamètre 20, c'est les poteaux téléphoniques. Ici, on les a doublés parce que comme on est en secteur maritime, il y a un peu plus de houle qu'en estuaire. On a doublé tous les poteaux là, donc on a en fin de compte 8 poteaux qui tiennent la structure. Toute la pêcherie a été conçue par rapport à des orientations de vent de tempête sud-sud-ouest pour essayer qu'elles prennent le moins possible le vent et que les jambes de force et que les poteaux résistent au mieux par rapport à une attaque de tempête. On a à peu près 6 heures de temps par rapport aux marées pour travailler. Il faut essayer de travailler pendant les petits coefficients de marée parce qu'on a un peu plus de temps. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut avoir tous les outils sur place. Il faut tous les matériaux, tous les outils. À partir du moment où on commence un chantier et qu'il nous manque les outils, le temps d'aller les chercher et de revenir, la mer est remontée. Donc il faut surtout bien préparer son chantier et à partir de là, ça fonctionne. Donc il y a des multitudes de concessions qui sont abandonnées. Donc il faut se renseigner au service maritime et de navigation de sa région. Et là, à partir du moment où l'emplacement est libre, il suffit de le racheter. Donc on rachète par convention l'emplacement et on paye tous les ans une taxe. Et nous sommes propriétaires du bien que nous construisons au lieu de l'emplacement. Il y a longtemps que je voulais faire revivre ce système-là et je viens de le sortir juste. parce que à cause des tempêtes que l'on a subies sur les dégâts provoqués sur les pêcheries,
Maintenant que je suis en retraite, j'ai envie de repratiquer un petit peu ce qui peut rester des pêches traditionnelles. Donc le bois de boue en fait partie.